Bienvenue au 19h50. Je vous le disais en titre, le phénomène des microbes à Douala inquiète au plus haut point. Les méfaits de ces jeunes mineurs, pour la plupart perpétrés la semaine dernière dans quelques quartiers d'Edo, ont abouti à une prise de parole sévère du gouverneur de la région du littoral ce lundi. Samuel Dieudonné Iva Adibois annonce l'interpellation de 39 d'entre eux et une vaste campagne pour mettre un terme à ce phénomène dans la métropole économique du Cameroun. Pendant ce temps, à Edo, la psychose règne en maître et on se prépare pour la bataille de la sécurisation du quartier. C'est le grand reportage du journal de ce soir. Une signature de Marc Chouamot et Thierry Nana. Le gouverneur de la région du littoral et son état-major sortent les microscopes pour voir un peu plus clair sur le phénomène dit des microbes dans la ville de Douala. Face à la presse ce lundi matin, Samuel Dieudonné Iva Adibois fait le point de l'opération antiseptique menée dimanche soir par les forces de maintien de l'ordre à la rue de la Joie de Deidou. Il y a 25 pris par la police et 14 par la gendarmerie. Donc, ces délinquants, vous allez les trouver à Newbel avec un arrêté préfectoral, les plaçant là-bas 15 jours. Grand banditisme. Vous allez dire, qu'est-ce qui prouve qu'il y a le grand banditisme? Machette en main, couteau, les armes blanches, blessant, arrachant, c'est cela. Donc, les 39 là, nous attendons les autres. Ces 39 microbes en cage ont été repérés à l'œil nu. Un vrai paradoxe, rendu possible par des jeunes du quartier de Deidou constitués en comité d'autodéfense. Question de ne plus se laisser surprendre par ces hors-la-loi, comme ce fut le cas samedi dernier. Il y a eu beaucoup de victimes, même on ne peut pas les compter parce que quand ils passaient, au passage, ils lançaient les porte-monnaies, ils entraient dans les caisses des gens qui vendent, des commerçants, ils prenaient de l'argent. C'est des petits frères mal éduqués parce qu'ils arrivent avec un effet de surprise et c'est par rapport à l'effet de surprise qu'ils ont toujours opéré. Mais cette fois-ci, nous allons tout faire pour que non seulement un comité de vigilance soit présent à Deidou, parce que si ce sont des microbes, nous avons l'eau de javel pour tuer les microbes. De retour sur le terrain des événements ce lundi matin, quelques vestiges de la folle soirée d'hier. On renforce le système de sécurité et surtout d'éclairage. Ce gérant fait partie de ceux qui ont repéré les microbes et ont alerté le voisinage. Un groupe d'enfants s'est arrêté là hier, là en face. Là au bas, là, ils étaient là, ils avaient à peu près une dizaine de motos. Et chaque moto, ils étaient en moyenne 3 à 4. C'est là où j'ai vu ces enfants. Je ne sais pas si ce sont les microbes, mais c'est des petits enfants. Ce sont des petits enfants avec les petites motos de femmes là. La psychose persiste. Et rien ne bouge plus. Jusqu'à ce matin encore, aux environs de 10h, 11h, chacun était en alerte. Moi, je viens d'ouvrir le magasin actuellement, c'est parce que tout le monde a peur. Ce phénomène microbe trouve ses origines en Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le voir sur quelques vidéos. Précisément dans les faubourgs d'Abidjan, où des adolescents âgés de 10 à 18 ans se livrent à des agressions en masse avec armes blanches. Leur mode opératoire, attaquer par surprise, récolter le maximum de gains avec des victimes au passage, tout cela en quelques minutes, puis ils disparaissent aussi rapidement en se fondant dans la masse. Ils sont en majorité constitués des enfants de la rue, avec toujours à leur tête un jeune, mais majeur cette fois-là, qui attend tranquillement le butin au quartier général, lequel le gouverneur de la région du littoral veut débusquer avec ses stratégies en place. Je tiens d'abord à saluer la bravoure des jeunes de Deidou. C'est comme cela qu'il faut se comporter quand un quartier est attaqué. Si vous vous organisez en comité de vigilance, comme je prescris à mes autorités et chefs de quartier de réactiver rapidement les comités de vigilance, la suite sera bonne parce que justement le renseignement va mieux circuler. Je ne demande pas que les comités de vigilance deviennent des porteurs de gourdins ou de lames ou de machettes, non. Mais ils sont des vigiles, des éclaireurs qui signalent aux autorités et aux forces de l'ordre qu'à tel endroit, voici ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, le quartier d'Edo reste toujours en état d'alerte. En témoignent ses habitants sur le qui-vive, prêts à écraser les microbes.
Les microbes, vous l'avez compris, un phénomène nouveau qui hante les populations de Douala. Entendez par microbes, Marc Chameau vous le disait, un groupe de jeunes gens qui agressent des populations et pillent les boutiques de jour comme de nuit. À Deido, par exemple, un quartier de Douala, ces malfaiteurs ont essuyé la résistance des jeunes de ce canton. Les autorités traditionnelles ont décidé de prendre le taureau par les cornes en mettant sur pied une stratégie de riposte. Monique Naossi-Fosso et Stéphane Bienac pour plus de précisions. Après cette chasse à l'homme engagée par les jeunes de Deido, derrière la bande de malfaiteurs appelée microbes, tout l'état-major traditionnel du canton se réunit ce lundi à la chefferie pour analyser la situation. Il y a déjà 3-4 semaines, nous avons eu ce que j'appelle les microbes qui sont entrés à Deido par notre marché, par le marché Saker. Et ces gens ont envahi donc toute la rue de la Joie. Ils ont pillé, ils ont tapé, ils ont volé, ils ont tout fait, ils sont repartis. En plus des forces de défense, ils organisent un renfort à travers des groupes d'autodéfense. Avec la population et nous jeunes, il a été clairement mis en place des comités de vigilance. Nous voulons mettre 6 comités de vigilance en place dans chaque village et qui seront dirigés par leur chef de village et coordonnés par nous-mêmes ici. Moi, je suis John Nicolas, je suis le secrétaire général du canton d'Aïdo. Nous allons coordonner toutes ces activités. Nous allons voir ce qu'il leur faut. Nous allons voir ce qu'il faut faire pour que ce comité de vigilance fonctionne dès demain. L'autre mesure consiste à éloigner les mototaxis de Deido. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus de mototaxis à Deido. C'est ce que Deido veulent. Ils ne veulent plus de mototaxis parce qu'il s'avère que la plupart de tous ces essences sont remis avec des mototaxis. Donc nous ne voulons plus de mototaxis à Deido, c'est ça la décision. Ce groupe de malfaiteurs appelé microbes est essentiellement constitué d'adolescents qui terrorisent les populations avec des armes blanches. Plusieurs dizaines sont actuellement placés sous mandat de dépôt à la prison principale de Niobel-Douala. Le vaccin contre la poliomyélite fait l'objet d'une polémique dans la ville de Douala, polémique enflée par la vidéo d'une dame et de son enfant chassés d'une école publique pour avoir refusé l'administration de ce vaccin à l'enfant en question. La vidéo publiée et partagée massivement dans les réseaux sociaux a entraîné une vague de réactions et réactions des autorités également. Le gouverneur de la région du littoral s'est rendu dans cette école ce matin. Le reportage de Vanessa Melakamdem et Marius Kosso. Une mère et son enfant chassés d'une salle de classe pour refus de vaccination. L'image, devenue virale sur les réseaux sociaux, a choqué des milliers d'internautes et suscite ce lundi matin une réaction de l'État du Cameroun. Le gouverneur de la région du littoral se rend à l'école publique de Camberto, lieu de l'incident, pour lever tout équivoque. Une opération qui se résume à une sensibilisation sur le bien fondé de la vaccination et à un dialogue beaucoup plus courtois avec la mère, qui finira par changer d'avis. Tout est revenu dans l'ordre parce que la maman de l'enfant, vous venez de la voir avec nous et il était question de comprendre que l'information n'avait pas été claire dans sa tête. Quand elle a été bien briefée, elle a fait vacciner également son enfant. Le médecin et agent vaccinateur qui agressait verbalement la dame, dont la vidéo désigne le manque de communication comme responsable de l'incident malheureux. Une faiblesse dans la communication au niveau de la communauté éducative, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour que les enseignants adressent les messages de vaccination aux parents. C'est peut-être là le problème de la communication, mais je peux vous rassurer que c'est une information qui est passée en boucle dans le chef. Le ministre a communiqué, le gouverneur a communiqué, toutes les autorités ont communiqué. La sortie du gouverneur de la région du littoral a permis à plusieurs enfants de recevoir le vaccin. La campagne, initiée par le programme élargi de vaccination, était prévue du 9 au 11 octobre 2020 dans 6 régions du Cameroun. Et l'incident de l'établissement de Niobel a suscité moult réactions particulièrement négatives pour les parents à la question de savoir si la vaccination devrait être imposée. Ils sont unanimes, il s'agirait simplement d'un abus selon eux. La décision revient seulement aux parents, clament-ils presque en chœur. Un point d'accord entre ceux-ci et les chefs d'établissement. Aimé Catherine Moukouri et Armand Pagna pour plus de précisions. Des regards innocents qui ne sauront répondre à la polémique actuelle au sujet de la vaccination au milieu scolaire. Un questionnement survenu après la divulgation sur les réseaux sociaux de cette vidéo. Les enfants qui sont dans cette école seront vaccinés. Votre enfant ne sera pas vacciné, vous le gardez chez vous.
Si elle crée l'indignation, c'est bien parce qu'un simple tour dans la capitale économique au contact des parents nous permet de nous rendre compte que ces derniers sont unanimes sur la question. Pas de vaccination sans leur accord. C'est moi le parent qui a dit que vacciner mon enfant. Si je ne veux pas, on ne la vaccine pas. Plus c'est moi qui ai son carnet de vaccination. C'est moi qui connais si on l'a vacciné ou pas. C'est pas obligé. Si le parent ne veut pas qu'on vaccine son enfant, on le laisse. Une règle que semblent pourtant appliquer les responsables d'établissements de quelques-uns d'entre eux. Et les responsables affirment recueillir l'avis des parents à l'annonce de chaque campagne de vaccination. Nous travaillons en collaboration avec les parents parce que nous ne voulons pas soumettre les enfants à la vaccination sans avis du parent. Le centre de santé envoie un courrier pour nous informer le jour qu'on va faire le vaccin à l'école. Peut-être une semaine avant. Et nous, on informe les parents. Et les parents qui sont d'accord acceptent. Dans la plupart des établissements privés, des coupons de validation sont envoyés aux parents. Si l'importance du vaccin n'est plus à démontrer, il reste un questionnement autour de l'harmonisation des campagnes simultanément dans les quartiers, les hôpitaux, les écoles, où les mêmes enfants pourraient être soumis, loin de la vigilance des parents, à une double vaccination. Et pourtant, la vaccination est une initiative qui vise à protéger les enfants. Mais comment comprendre la réticence de ces parents autour de cette campagne initiée depuis quelques jours? Karel Mezatiachoya et Luc Vandor ont mené l'enquête à Yaoundé. Ils sont des potentielles cibles du poliovirus dérivé en circulation au Cameroun. Déjà 10 cas enregistrés depuis le mois de mars dernier. Pour stopper sa propagation, l'État a lancé une campagne de vaccination de proximité, notamment à l'école. Campagne qui ne trouve pas toujours écho favorable auprès des parents. Parce qu'on ne sait pas de quelle manière ça sera administré à l'enfant. Tout ce qui se passe dehors concernant le domaine de la santé, donc on a un peu peur. Des craintes qui laissent les enfants à la merci de cette maladie transmise par voie féco-orale. Vous n'allez pas demander à une petite fille de 3 ans d'aller parfaitement laver les mains. Les maîtresses font ce qu'elles peuvent, mais il peut arriver que dans son goûter, pendant qu'il est en train de manger, il n'a pas lavé les mains, il passe le bonbon. Lui, il est vacciné. Il a touché ses selles, il donne à son collègue qui n'est pas vacciné. Vous comprenez cette insistance que nous avons à faire en sorte que dans les écoles, on s'assure que tous les enfants soient vaccinés. L'accord des parents se fait attendre puisque la vaccination n'est pas obligatoire. C'est le cas par exemple ici, à l'école maternelle Fandena, groupe 2. Nous avons fait des convocations disant aux parents d'écrire au verso, j'accepte que mon enfant soit vacciné ou je n'accepte pas. À ma grande surprise, j'ai seulement eu 2 convocations. Une qui avait oui et une qui avait non. C'est ici qu'intervient la responsabilité des parents. Tant qu'il y a des cas, les SOP sont clairs, nous devons continuer à vacciner. Et nous avons tout intérêt à ce que les parents collaborent et coopèrent. La campagne de vaccination s'achève aujourd'hui. D'autres sont envisagées pour en finir avec ce poliovirus dérivé. Et toujours en santé, la commémoration de la journée mondiale de la santé mentale aura lieu demain au Cameroun. La célébration sera marquée par l'inauguration par le ministre de la Santé publique du numéro vert 1511. Mais avant, les journalistes de la capitale se sont imprégnés sur des questions de santé mentale ce jour à Yaoundé. Une occasion qui a permis de faire le distinguo entre santé mentale et maladie mentale. Voyons cela avec Delphine Fonkotene et Serge Alonziebou. La santé mentale chez certains renvoie aux malades mentaux inhérents, communément appelés fous. Erreur, retorquent les spécialistes. Donc, santé mentale, c'est simplement état de bien-être, ce qui est totalement différent de la maladie mentale, qui est une affection qui touche la sphère intellectuelle, affective et comportementale. L'équation actuelle de la rentrée scolaire et académique, une perte financière ou affective, une mauvaise annonce, entre autres, provoque le stress immunodépresseur et donc un mal-être, santé mentale en péril. De nombreux Camerounais ont cédé au stress lié à la pandémie actuelle de Covid-19. La santé mentale a de lourdes conséquences sur le plan socio-économique. De plus en plus, on a des cas de suicide, des jeunes qui consomment les substances psychoactives, drogues et autres, et même les adultes, l'alcool, le tabac, ça c'est des problèmes. Quand on est dans l'addiction, c'est un problème de santé mentale. Quand on est dans un état de mal-être,
ça a un impact sur la productivité, le développement, parce que c'est le lieu aussi de sensibiliser sur cette problématique qui n'a pas qu'un impact sanitaire, mais un impact économique. Le Cameroun est une référence dans le monde en matière de santé mentale. En prélude à la commémoration ce 13 octobre de la Journée mondiale de la santé mentale, les hommes de médias sont ici imprégnés. Cette célébration demain mercredi donnera l'occasion d'inaugurer le 15-11 Call Center de premier secours psychologique. En économie à présent, le secteur privé peut-il booster l'économie verte et générer des emplois? À cette question, des experts du secteur de l'environnement répondent par oui. Ils ont mené une étude irrelative et les résultats des travaux ont été restitués ce jour à Yaoundé. Karel Mesatiachoya et Luc Vondo. Booster l'économie sans polluer ni détruire la nature et par ricochet créer des emplois est tout à fait possible au Cameroun. C'est en tout cas ce que pensent ces experts. Ils ont mené des études à ce sujet. Les résultats restitués ce 12 octobre à Yaoundé mettent en exergue les bénéfices que l'on peut tirer des déchets, des ressources forestières, entre autres. Les déchets sont régulièrement dans certaines villes transformés en compost et réutilisés dans l'agriculture. Le secteur privé a un rôle important à jouer dans la protection de l'environnement, dans le domaine précis de la croissance verte. Il s'agit de promouvoir une croissance économique, un développement qui se base sur c'est-à-dire sobre en carbone, qui limite, disons, qui limite les pollutions et qui privilégie, par exemple, les énergies renouvelables, qui peut effectivement nous permettre d'avoir un environnement quelque peu sain pour notre vie. Pour eux, le pays est doté des ressources qu'il faut pour faire de l'argent, tout en protégeant la nature. Avec le développement des compétences, c'est possible de protéger l'environnement et faire l'argent. Ici, le Cameroun est bien placé parce que, comme vous le savez, le pays a des ressources naturelles très importantes. La population a également un rôle important à jouer. Elle doit arrêter de poser des actes au quotidien qui détruisent l'environnement peu à peu. En politique, à présent, les élections régionales se préparent activement. Les autorités traditionnelles de Sodiko ont échangé tout le week-end avec des responsables de partis politiques, notamment ceux de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès et le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Une initiative qui milite pour une communauté inclusive. Une initiative saluée par les deux partis qui, l'espèrent, portera des fruits. Samuel Bayha et Thierry Nana pour les détails. Le train des élections régionales poursuit sa dynamique. Dans la région du littoral, les partis politiques ne lésinent pas sur les moyens afin de séduire l'électorat. Sous la houlette de Sa Majesté Ruben Ness et Sombe Bouambe, roi des Sodiko, l'association traditionnelle des villages Sawa du Vori pose des préalables. Que tous les fils du Cameroun puissent évoluer normalement à Douala, comme tous les fils du Cameroun évoluent dans les autres régions, mais dans les mêmes proportions. Sur la cour royale, les cadres des partis politiques se succèdent. L'UNDP sera la première formation reçue. Les chefs traditionnels et leurs hôtes se livrent à une joute oratoire. Au bout d'une heure d'échange hors caméra, la synthèse. L'UNDP est en phase avec l'association des chefs Sawa du Vori sur la nécessité de continuer à bâtir une communauté où tout le monde a sa place et où il n'y a pas d'exclusion. Au second jour, le PCRN entre en lice. Les deux fractions attablées. L'honorable Cabral Libi et sa délégation croisent le verbe avec les garants de la tradition, chacun faisant valoir la force de ses arguments et sa position. Et nous avons soumis à nos hôtes d'hier et d'aujourd'hui, et nous ferons également pour ceux à venir, l'idée d'avoir à la fin de ces rencontres, de mettre en place un comité qui va rédiger une espèce de, non pas feuille de route, mais disons comme un acte d'engagement, une espèce de gentleman agreement. Qui nous adresse cette invitation, nous enchante, ça nous permet, comme je vous l'ai dit, de se connaître, de partager notre offre politique, de recevoir aussi leurs inquiétudes, leurs attentes. Je pense que c'est une initiative qu'il faudra peut-être penser à généraliser ou à systématiser. Même si quelques zones d'ombre sont observées, les idéaux du PCRN
semble converger avec les attentes du mouvement Sawalan. Beaucoup de convergence sur la question foncière, qui est un sujet brûlant qui oppose les gens, sur la protection des minorités, sur la répartition des fonctions et des postes de pouvoir. Le chef traditionnel du Vori ne voudrait plus être laissé pour compte. Il désire une représentation conséquente dans le conseil régional et bien plus. Sauf que le fils adoptif ne prend pas la place du fils légitime. Le Premier ministre chef du gouvernement est arrivé à Douala cet après-midi. Joseph Dion Ngouté va procéder demain à l'inauguration de la mise à l'eau des engins nautiques acquis par le port autonome de Douala. Les premières images de cet accueil dans la métropole économique du Cameroun avec Lil Piediou et Emmanuel Bivika. Joseph Dion Ngouté pose les pieds pour la deuxième fois sur le sol de Douala. Pour cette deuxième sortie, un dispositif particulier, une aide d'honneur à l'entrée de la ville. Parmi les personnalités venues l'accueillir, le gouverneur de la région du littoral et son état-major. Les membres du gouvernement, parmi lesquels les ministres Ngalebi Béhé des Transports, Mouélé Kombi des Sports, le maire de la ville, l'exécutif communal de Douala 3e, les autorités militaires et le directeur général du port autonome de Douala. Entre honneurs militaires. Et échanges conviviaux avec les uns et les autres dans le respect des mesures barrières dues au coronavirus. Joseph Dion Ngouté prend part ce mardi 13 octobre à la cérémonie d'inauguration et de mise à l'eau des engins nautiques acquis par le port autonome de Douala. La présence du Premier ministre chef du gouvernement 24 heures avant cet événement démontre de la volonté du gouvernement camerounais à travers les activités de dragage au port autonome de Douala de résoudre la question de sa notoriété et de la souveraineté de l'État. Cette note triste qui nous parvient à l'instant, un jeune homme retrouvé mort hier aux environs de 19h dans son domicile au quartier Domaine par Edea, dans le département de la Sanaga maritime, région du littoral. Le garçon âgé de 24 ans au nom de Laminou, marié à seulement 6 jours à la jeune Djamilia, son épouse âgée de 16 ans. Celle-ci est accusée par sa belle famille d'être l'auteur justement du meurtre par empoisonnement de leur frère. Une situation qui a conduit la présumée coupable au commissariat de la ville, des accusations que ne partage justement pas la famille de la jeune adolescente. Le corps est jusqu'ici scellé à la mosquée centrale d'Edea en attente des parents de la victime. Que s'est-il réellement passé? Je vous propose d'écouter quelques témoignages de personnes qui ont vécu la scène sur place au micro de Christian Borg depuis Edea. Il s'arrête, il parle un mot, il s'arrête en disant que ma femme, je lui secoue, il me dit encore que ma femme, manger, après il s'arrête. Je vois comment il est en train de vouloir partir encore, je lui secoue encore plus fort. Je demande que c'est quoi, il me dit que c'est sa femme qui lui fait manger le remède. Nous sommes donc allés au commissariat avec la jeune fille. Au commissariat, l'enquêteur lui a posé des questions. C'est en ce moment qu'elle a bouffé, qu'elle est allée au marché, elle a acheté les remèdes des souris, où elle a mis dans la nourriture de son mari. Elle me dit qu'elle a trouvé un mari, elle va se marier. Quand je l'appelle pour la donner toujours le conseil, elle me montre qu'il n'y a rien, elle veut le mariage. Moi, jusqu'au maintenant, je ne crois pas de ce qu'on dit, parce qu'elle ne peut pas le faire. Bon, on ne sait pas. Où il y a les gens derrière aussi, on ne sait pas. Le jour du mariage, vendredi dernier, il était question que la fille ne voulait pas se marier. Il y a même une lettre qui a été donnée à l'imam. L'imam, quand il a vu la lettre, il a annulé le mariage. Il a dit qu'il ne peut pas célébrer un mariage où il y a contrainte. Deux familles sont rentrés en conclave et il est revenu à l'imam que oui, les familles se sont entendues, il n'y a aucun problème. Hier dans la soirée, tout le quartier a été alerté que le jeune homme qui avait posé la fille a été tué. La taxe douanière, je vous le disais en titre, sur les téléphones et tablettes désormais high-tech. Le gouvernement veut à partir du 15 octobre déduire de manière automatique 33% du prix d'achat à l'usine sur les téléphones portables et tablettes de différentes catégories. Si les consommateurs redoutent et dénoncent, les autorités tentent de rassurer quant à la protection des consommateurs. La taxe qui fâche, c'est un reportage d'Arnaud Gueffak et Serge Alanziebo. L'État
veut récolter gros sans perte dans le secteur. Son champ, téléphone, tablette et autres terminaux numériques venus d'ailleurs. Objectif, nourrir le fournisseur loin là-bas, mais aussi l'État proche ici. Cette nourriture à partager, c'est l'argent. Pour chaque téléphone acheté, l'État prendra 33% du prix à l'usine. Vous recevrez un message dès que vous mettez la puce dans un nouveau téléphone. Vous recevez un message qui va vous dire le montant de la taxe et par la suite, vous allez avoir le choix dans ce message-là de payer soit en une tranche, soit de manière échelonnée, et vous allez faire le choix. Les consommateurs sont aux abois. Ça tombe sur nous là, vraiment, on n'en veut pas, on va acheter nos téléphones comme d'habitude. La taxe, en réalité, n'est pas nouvelle. C'est la méthode de collecte qui diffère. Ces 33% étaient toujours payés. On les a simplement déplacés de la frontière physique où il était plus difficile de contrôler en utilisant les nouveaux mécanismes que nous offrent les technologies de l'information et de la communication pour faire un meilleur recouvrement. Désormais donc, c'est le consommateur qui paye, la taxe souvent incluse sur le prix du téléphone. Les vendeurs devraient donc soustraire à la vente le coût de cette taxe douanière. Absolument, le coût de téléphone baisse de 33%. Le compteur tourne à partir du 15 octobre, mais cette taxe n'est pas rétroactive. Tous les téléphones qui ont déjà été connectés au moins une fois à un réseau de téléphonie au Cameroun avant la date du 30 septembre 2020 ne sont pas concernés par cette disposition. Voilà qui est clair. À chaque téléphone, tablette ou terminal numérique, sa taxe. Et la tension également monte entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. La mise sur pied du groupe de travail pour mettre en application la sentence du tribunal arbitral du sport est perçue par la FECAFOOT comme une ingérence. La réaction du patron des sports ne s'est pas fait attendre. On voit cela avec Alain Gislain Kanga et Constant Kamga. La FECAFOOT fait face à un nouvel adversaire, le ministère des Sports. La tutelle, visiblement insatisfaite de la mise en application de la sentence du tribunal arbitral des sports, crée un groupe de travail pour le suivi. Un acte d'ingérence, selon Seydou Mbonjoya, qui se tourne vers la FIFA. La Fédération internationale réagit. Dans le cas où le groupe de travail ministériel en question n'apporterait pas seulement un soutien à la FECAFOOT, mais s'avérerait donner des directives à celle-ci, nous serions contraints de rapporter ces événements aux organes compétents de la FIFA pour prise de décision. Ce qui pourrait conduire à la suspension pure et simple de la FECAFOOT. Narcisse Molekombi, après avoir reçu le courriel de la FIFA, a d'abord tenu à rappeler le rôle de son département ministériel. L'article 7 de la loi dispose clairement que les statuts et les règlements de la FECAFOOT sont soumis avant leur entrée en vigueur au contrôle du ministère en charge des sports, aussi bien lors de leur adoption que de leur modification. Par ailleurs, le ministère peut, en vertu de l'article 87, en cas de faute grave, engage la responsabilité d'une association sportive, suspendre les activités de la dite association ou leur retirer l'agrément. Concernant le groupe de travail ministériel, le ministre indique que n'ayant pris aucun acte, encore moins rendu de conclusion, ne saurait être perçu comme une ingérence. Vous voudrez par ailleurs signifier à vos interlocuteurs de la FIFA que la crise actuelle entre la FECAFOOT et la Ligue n'est pas le fait de l'ingérence de l'État, mais résulte d'une faute de la FECAFOOT dans ses rapports avec la Ligue. L'association des clubs de football amateurs du Cameroun, qui condamne l'attitude de la FECAFOOT, apporte son soutien au ministère des Sports. Vous le savez peut-être, le week-end a été marqué par un don d'une dizaine de millions de francs CFA aux orphelins et déplacés de la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, don remis par la Fondation Canal 2 International. La cérémonie de rétrocession présidée par le préfet du département de la Menois a été suivie d'anoblissement de la présidente de la Fondation Canal 2, une conjonction de faits qui mérite d'être relue par la rédaction sous la plume de Rodrigue Tanguay. Le roi des photos exécute ici la danse des grands jours. La cour royale avec lui. Des hôtes de marque venus de contrées très éloignées.
Le Gotha administratif au rendez-vous sur l'esplanade du Palais Royal qui a fait sa grande toilette. Des éléments mis ensemble qui renseignent à suffire sur le prix attaché à l'événement initié par la Fondation Canal 2 vendredi dernier à Photo. Car la cérémonie aurait pu se tenir sur la place du marché, à l'hôtel de ville ou ailleurs. Mais le roi des photos a voulu et a obtenu des bienfaiteurs qu'elle se tienne dans l'antre de sa culture. D'abord certainement parce que les dons en vivres, en manuels scolaires et autres matériels de couchage touchent au degré zéro de l'humanité et de l'humanitaire. A fortiori lorsque les bénéficiaires sont des orphelins, des personnes déplacées venues du sud-ouest voisin en quête de survie. Aussi sans doute parce que le roi Momo Sofak Ier avait son agenda caché, montrer toute sa reconnaissance au énième geste de cœur de la présidente de la Fondation Canal 2 International, Colette Chatué. Du haut de sa majesté, le roi des photos dans la Menoie anoblit une digne fille et épouse de Banjoun dans le conquis, devant son roi venu pour les besoins de la cause. Cela n'est pas habituel. La seule explication, la bravoure. Colette Chatué, auréolée de reine bâtisseuse, Mafo Nyamgong, celle qui construit l'ici et l'ailleurs. Dans la foulée, son époux Emmanuel Chatué, déjà notable, dans la cour royale de son Banjoun natal, anoblit également ici à Photo pour l'immense œuvre sociale de la Fondation Canal 2. Ce faisceau d'images renvoie aux yeux au point de les éblouir l'altruisme, le leadership et la performance de la présidente exécutive et du président d'honneur de la Fondation qui porte le nom de la chaîne pionnière sur le numérique au Cameroun. Et cela mérite bien que l'assistance ici dise « Vamos ». Et on parle de lutte contre le chômage pour sortir de ce journal. Des jeunes diplômés, lutte contre le chômage des jeunes diplômés. MTN Cameroun a signé ce jour une convention de collaboration avec, une convention de collaboration avec le Fonds national de l'emploi en présence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Désormais, la base de données des chercheurs d'emploi du Fonds national de l'emploi sera mise à la disposition de MTN Cameroun pour ses opérations de recrutement. Alain Bertrand Ketchouan pour plus de précisions. Signature et échange de parapheurs entre le directeur général des MTN Cameroun et le directeur général du Fonds national de l'emploi en présence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Tiroma Bakari. Voilà qui formalise ce 8 octobre 2020 à la direction générale des MTN Cameroun à Douala une convention de partenariat public-privé pour la promotion de l'emploi au Cameroun. En tant que ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, tutelle technique du FNE, je me devais donc d'être ici pour appuyer, pour dire par exemple à la jeunesse que les lignes bougent effectivement. Alors chaque fois que quelqu'un est à la recherche d'un emploi, c'est utile d'aller vers le FNE. Cette convention offre à MTN le libre choix sur la sélection définitive des candidats à recruter dans la base des données des chercheurs d'emploi du FNE. Une opportunité pour les plus talentueux. We ensure that the young people of Cameroon who have the will, who have the intelligence, who have the ability are given the opportunity to be what they want to be. And part of that's growing entrepreneurship. So we're in an industry that can allow that, can facilitate that. So that's something we really, really want to work at. Cet accord prend en compte les trois principaux programmes du FNE, le programme d'appui au retour des immigrés camerounais, le programme retraite emploi jeune et bien sûr le PET, aujourd'hui évolué en PETSI, entendez, programme emploi diplômé citoyen. Ce dernier vise à placer 175 000 jeunes en 3 ans. Ces jeunes vont rester 2 ans au sein d'une entreprise et l'entreprise va payer les jeunes. Et en payant les jeunes, ils déduisent ce qu'ils ont payé des jeunes de leur base des impôts. Vous voyez ce que le gouvernement a fait pour la promotion de l'emploi des jeunes.
Il faut dire que le FNE et MTN ne sont pas à leur première collaboration. Plus de 200 jeunes ont été formés par MTN sur une durée de 3 à 6 mois dans le cadre du Youth Internship Programme en 2019 et 2020. Ce partenariat d'une durée de 2 ans va permettre à MTN, leader de télécommunications au Cameroun, de continuer de contribuer efficacement au développement du Cameroun. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Merci d'avoir suivi. Un rendez-vous à suivre tout à l'heure à 21h30 sur notre antenne. Que représente une personne âgée dans notre société? C'est le thème qui sera au menu des échanges dans Intime Conviction, votre émission à partir de 21h30 sur cette antenne avec à la présentation Aline Fomété et ses invités. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe de production de ce journal de passer une très belle soirée sur notre antenne et à demain, 19h50.